Bonjour à tous et bienvenue. C'est Sandra Birtel pour le deuxième numéro de la chronique Compliance et Sécurité. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos très nombreux retours positifs à la suite du premier épisode de la chronique sur le KYC. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui me passionne, la relation entre la compliance et le financement du terrorisme. Je sais que beaucoup d'entre vous m'attendaient avec impatience sur ce sujet, alors j'ai voulu le traiter d'une façon un peu différente et diversifier mes analyses. Ainsi, nous allons commencer par définir le terrorisme et le contextualiser, puis étudier successivement deux de ses formes, le terrorisme islamiste, puis le terrorisme d'extrême droite, et enfin nous ferons une analyse opérationnelle des bonnes pratiques en matière de lutte contre le financement du terrorisme. En 2017, on a recensé 10 900 attaques terroristes à travers le monde, faisant près de 26 400 morts. Si l'Europe y est confrontée de façon plus vive depuis quelques années, ce fléau existe depuis des décennies et sévit partout sur le globe. Avant tout, définissons ensemble ce phénomène, et ce n'est pas une mince affaire. En effet, il n'existe aujourd'hui pas de définition commune du terrorisme. Chaque pays, chaque institution européenne ou mondiale dispose de sa propre définition. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire part de celle de la Convention européenne du 10 janvier 2000 pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle il correspond à tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Dans cette définition rentrent différents types de terrorisme. Terrorisme séparatiste, politique, idéologique, le terrorisme sociétal ou encore religieux. Si c'est de ce dernier qu'on semble entendre parler le plus aujourd'hui et notamment avec le terrorisme islamiste, ce n'est pas le seul. En effet, Andrés Breivik, qui a fait 77 morts et 151 blessés, ou Brenton Tarrant, qui a fait 51 morts et 39 blessés, ne répondaient pas à une motivation religieuse, mais semblaient au contraire vouloir la combattre en prônant une idéologie d'extrême droite. Deux formes de terrorisme que tout semble donc opposer, mais qui usent pourtant des mêmes stratagèmes dans leur processus de recrutement ou de financement. Cette problématique du financement du terrorisme est toute particulière pour une raison très simple. Elle se trouve à la croisée des chemins entre d'une part le domaine de la sécurité nationale et internationale porté par les forces policières et militaires, et de l'autre le domaine financier privé porté par des institutions qui sont les premières à pouvoir repérer des transactions suspectes. Ainsi, Interpol a formulé une stratégie mondiale antiterroriste basée sur 5 axes: identifier les transactions, sécuriser les déplacements et la mobilité, prévenir et lutter contre l'utilisation d'Internet pour l'embrigadement ou le financement, surveiller le trafic d'armes et enfin, et surtout, traquer les flux financiers en lien avec des activités terroristes. C'est donc une matière qui demande la coopération de tous et qui transforme les compliance officers en réels agents du renseignement financier. Si l'on se concentre sur la branche financière de cette lutte, c'est le GAFI qui est venu le premier en 2001 formuler des recommandations spéciales en matière de lutte contre le financement du terrorisme, dont par exemple prendre des mesures immédiates pour ratifier et mettre en œuvre les instruments applicables des Nations Unies, incriminer le financement du terrorisme, les actes de terrorisme et les organisations terroristes, geler, saisir et confisquer les biens des terroristes ou encore déclarer les transactions suspectes liées au terrorisme. D'un point de vue européen, il faudra attendre la 3e directive AML du 26 octobre 2005 pour qu'il soit pour la première fois fait référence au financement du terrorisme. Puis elles se sont succédées, donnant aux assujettis de plus en plus de missions et d'objectifs permettant à la fois de lutter contre tous les types de criminalité financière. À ce titre, c'est également une des missions fondamentales des cellules de renseignement financier
chargées de rassembler les déclarations de soupçons de l'ensemble des assujettis. Elles sont là les intermédiaires privilégiés entre le secteur privé et le secteur public. Ainsi, pour lutter efficacement contre ce phénomène, 102 CRF du monde ont formulé des recommandations lors d'une réunion du groupe Egmont le 1er février 2016. Parmi ces dernières, on retrouve la nécessité de définir des indicateurs précis sur le financement du terrorisme, l'importance de la coopération nationale et internationale pour faire circuler les flux d'informations, ou encore élargir si besoin la gamme d'entités assujetties. Globalement, en Europe, les déclarations de soupçons concernaient entre 2013 et 2014 pour 39% la fraude fiscale, pour 15% le trafic de drogue, pour 4% la corruption, mais seulement pour 0,5% d'entre elles le financement du terrorisme. Depuis, l'on remarque une prise de conscience des acteurs de la finance qui se traduit notamment par le nombre de déclarations en nette augmentation en matière de terrorisme. Ainsi, pour Tracfin, cellule française, en 2018, 1718 déclarations ont été transmises à ce sujet, dont 139 ont donné lieu à dissémination aux autorités judiciaires. En Suisse, le rapport du MROS établit que sur 6126 déclarations de soupçons en 2018, 132 traitaient du financement du terrorisme et 30% d'entre elles ont été transmises aux autorités judiciaires et avaient pour valeur totale 31,4 millions de francs suisses. Au Royaume-Uni, sur 478 437 déclarations de soupçons, 34 543 d'entre elles concernaient le blanchiment d'argent, contre uniquement 392 sur le financement du terrorisme. Au Maroc, cette fois, l'UTRF, cellule nationale, a reçu sur 1085 déclarations seulement 29 d'entre elles qui concernaient le financement du terrorisme. D'ailleurs, si ces analyses chiffrées et les différentes CRF du monde et leurs comparaisons vous intéressent, vous pourrez les retrouver tout bientôt dans mon prochain ouvrage sur la coopération internationale des cellules de renseignement financier qui sortira au début de l'été aux éditions Légitech. Si l'on comprend donc que toute la chaîne du renseignement financier est impliquée dans les questions de financement du terrorisme, essayons maintenant de comprendre le fonctionnement des deux mouvements qui nous intéressent aujourd'hui, le terrorisme islamiste d'une part, puis le terrorisme d'ultra-droite. Généralement, les modes de financement du terrorisme sont pluriels. Ils peuvent se faire par voie légale comme illégale, mais les moyens nécessaires ne sont jamais exorbitants. On parle en effet de plus en plus de terrorisme low cost, puisque l'engrais ou quelques armes suffisent. À titre d'exemple, si le coût des attentats du 11 septembre a été estimé à moins de 500 000 $, l'attentat de Nice n'aurait quant à lui coûté que 2 500 €. Si l'on se concentre sur un des groupements terroristes les plus meurtriers, Daesh, il est important de noter qu'il est totalement autosuffisant. En effet, fin 2015, les ressources du groupe s'élevaient à 2000 milliards de $. Ces revenus sont tirés de plusieurs activités, pillage, contrôle de ressources naturelles comme des gisements de pétrole avec quelques 30 000 barils par jour ou encore de gisements de gaz naturel, mais aussi le trafic d'êtres humains et plus particulièrement le commerce d'otages contre rançon ou le trafic de femmes avec un vaste réseau international de prostitution. Enfin, le recours au trafic de biens culturels en tout genre est une vraie source de revenus pour les terroristes qui ont en plus mis en place un système fiscal dans les zones qu'ils occupent avec des taxes et prélèvements comme l'impôt foncier ou l'aumône légale, le zakat. L'on comprend donc à quel point il est difficile aujourd'hui de lutter contre le financement du terrorisme, avec par exemple pour les événements de janvier 2015 un financement de 26 000 € totalement autofinancé. Plus encore, la plupart des actes coûtent moins de 3 000 €, comme l'attentat au marché de Noël de Berlin ou de Strasbourg. Ainsi, comment détecter en amont un quelconque financement de ces attaques? Ça paraît impossible. Selon le Norwegian Defense Research Establishment, en 2014, sur 40 cellules djihadistes européennes entre 1994 et 2013, 90% d'entre elles ont été quasiment autofinancées.
À côté de cela, et d'après le Trésor américain, les flux financiers venus de l'extérieur seraient d'environ 5 millions d'euros, un montant minime face à leurs ressources totales. Ces investissements extérieurs prennent notamment la forme de sponsoring en faveur d'un prosélytisme religieux, comme le démontre le rapport de la Henry Jackson Society. Selon ce dernier, l'Arabie saoudite dépenserait jusqu'à 4 milliards de dollars par an pour sponsoriser des courants religieux dits radicaux, entre autres en finançant des mosquées ou des écoles. À plus petite échelle se développe enfin le financement par des sympathisants grâce à de petits transferts de fonds, et ce, évidemment, en dehors du système bancaire. Ainsi, Tracfin aurait identifié 300 sympathisants participant à ce financement aux frontières de la zone irako-syrienne et plus de 400 personnes en France. Pour le reste, il faut noter que les sources sont autant légales qu'illégales. Ainsi, ce n'est pas toujours dans l'origine des fonds que réside l'indicateur, mais dans sa destination. C'est le cas notamment avec l'utilisation des prestations sociales. À ce titre d'ailleurs, la sous-direction antiterroriste française a mis en place une procédure en partenariat avec la Caisse nationale d'allocation familiale afin de stopper la perception de ces sommes en cas de départ d'individus au djihad. Sont également souvent utilisées les cartes prépayées, les services de transfert d'argent comme Western Union ou MoneyGram, ou encore les paiements en espèces. Afin de masquer leurs traces, un système particulier est également souvent utilisé par les terroristes, il s'agit de la hawala. C'est un système par lequel aucun cash ne circule au travers des frontières, mais où l'échange de monnaie se fait de main à main avec des banquiers occultes. Les réseaux terroristes s'appuient également sur des modes de financement opaques, comme les cagnottes ou financements participatifs, ou encore les comptes de paiement qui ne sont pas répertoriés au fichier français des comptes bancaires. On peut également commencer à s'interroger sur l'utilisation des monnaies virtuelles, car quelques cas ont déjà pu être constatés. Ce moyen a notamment été utilisé en Indonésie par des sympathisants de l'État islamique, ou encore par un adolescent américain qui a quant à lui posté via les réseaux sociaux des instructions pour effectuer des dons à l'État islamique en crypto-monnaie. Encore une fois, l'implication des acteurs du monde financier dans la lutte contre le terrorisme ne fait aucun doute. Ainsi, à titre d'exemple, Amédi Koulibaly et Hayat Boumedienne ont pu souscrire 3 prêts, dont 2 prêts automobiles, pour un montant global de 60 200 € avec de fausses fiches de paye. La vigilance des opérationnels et leur formation constituent donc les tout premiers remparts contre l'utilisation des flux financiers à des fins terroristes. Le terrorisme d'extrême droite maintenant. On en parle moins, pourtant il existe bel et bien. Selon un rapport de la commission d'enquête du Sénat au 1er février 2018, 611 personnes étaient détenues pour terrorisme. Parmi elles, 505 appartenaient au réseau djihadiste et 28 à l'extrême droite activiste. Pourquoi cette menace est-elle à prendre au sérieux et devrait être incluse dans toutes les formations LCBFT ? Parce que ces militants ont pour caractéristique de ne pas être connus des services de renseignement, qu'ils passent généralement plutôt inaperçus, mais que le financement de probables attaques passe en partie par les réseaux financiers. En effet, Andrés Breivik a raconté dans son manifeste avoir réussi à obtenir plus de 10 cartes de crédit sous couvert de la création d'une société fictive avec lesquelles il retira des dizaines de milliers d'euros tous les mois. En juin 2019, la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite a publié à l'Assemblée nationale française un rapport extrêmement intéressant. Selon ce dernier, le risque d'attaque prend 2 formes. Premièrement, celle de groupes aux effectifs très réduits, de type survivaliste, pour lesquels le passage à l'acte s'inscrit dans une idée de guerre contre l'ennemi étranger. Il se positionne notamment en réaction aux attentats islamistes que la France a connus ces dernières années. Le deuxième risque, c'est celui d'un loup solitaire. Un homme seul qui va passer à l'acte, comme ce fut le cas de Maxime Brunery, qui a fréquenté les milieux d'ultra-droite avant de commettre sa tentative d'assassinat contre le président de la République Jacques Chirac le 14 juillet 2002. Ou plus récemment d'un habitant d'Aix-en-Provence, néo-nazi,
qui a été interpellé le 29 mai 2019 après avoir déclaré sur les réseaux sociaux envisager de faire un carnage au cours du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France à Marseille. Il existe des groupuscules peu organisés et à l'effectif réduit, mais les plus importants comme Génération Identitaire disposent d'une grande force de frappe. Ainsi, par exemple, pour l'opération anti-migrants du col de l'Échelle en avril 2018, Génération Identitaire a disposé de 2 hélicoptères, de drones et de renforts venus de l'étranger, tout en communiquant massivement sur les réseaux sociaux. Notons que le financement du groupe d'extrême droite est aussi à tendance low cost. Tracfin a conduit une étude importante sur Génération Identitaire, ont ainsi été analysées les localisations des comptes en banque, les individus ayant demandé leur ouverture et les mouvements de fonds. Les conclusions ont été qu'il n'y a quasiment pas de financement étranger des groupuscules d'extrême droite. Il s'agit principalement de microfinancement et de financement de proximité. Les cotisations des adhérents forment la majeure partie de leur budget, cotisations d'ailleurs qu'ils reçoivent la plupart du temps en espèces. Le financement passe ensuite par des appels aux dons ou sur les sites internet avec des ventes de vêtements, d'autocollants, de banderoles, etc. Mais le cœur de leur système, ce sont les plateformes de financement participatif en ligne. En effet, à l'été 2017, Génération Identitaire a été en mesure de lever 200 000 $, soit plus de 150 000 €, sur la plateforme WeSearch, aujourd'hui fermée, pour la location d'un bateau destiné à empêcher des associations de fournir une aide à des migrants quittant la Libye. Il est à noter d'ailleurs que l'auteur des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande a payé sa cotisation et fait un virement de 1 000 € à Génération Identitaire en Autriche. Ce que l'on note donc comme particularité de ces groupes, c'est leur très grande capacité à utiliser Internet et les réseaux sociaux pour communiquer et lever des fonds. À la suite de ce rapport, de nombreuses recommandations ont été faites, dont la numéro 32, suivant laquelle les plateformes de financement participatif devraient être astreints à des obligations de déclaration de soupçon en cas de suspicion d'origine illicite des financements qui transitent par elles. Cela ne fait aucun doute, cette idée fait bien sens aujourd'hui. D'ailleurs, même au Royaume-Uni, dans un très récent article de The Guardian, la question du financement de ces groupes a été abordée. En effet, un rapport du Royal United Services Institute a souligné l'importance des pistes financières dans des enquêtes telles que celle du meurtre de la députée travailliste Jo Cox par un terroriste d'extrême droite, Thomas Mehr. L'assaillant avait en effet dépensé environ 500 livres sterling pour acheter des manuels sur la construction de bombes, l'assemblage de pistolets artisanaux et les numéros d'un journal publié par une organisation néo-nazie américaine. Ainsi a-t-il été recommandé que ce type de paiement en ligne impliquant des paiements électroniques plutôt que des paiements en cash anonymes devrait déclencher un red flag pour les institutions financières. D'un côté comme de l'autre, donc, les groupes terroristes utilisent le circuit financier. Mais comment détecter ces transactions ? Quelles sont les missions des assujettis ? Nous allons le voir tout de suite. Pour les assujettis, la compréhension du lien entre les missions de connaissance client ou de monitoring des transactions et le financement du terrorisme est parfois difficile à envisager. Si au Luxembourg, la majorité des déclarations de soupçons transmises à la CRF sur le thème du terrorisme concernaient les sanctions financières, elle note tout de même une meilleure intégration du risque terroriste chez les déclarants. La détection de ce genre d'activité réside déjà dans le KYC à l'entrée en relation avec le client. Comme expliqué dans le premier podcast, cette étape est déterminante. Il convient surtout de faire des recherches sur sources ouvertes, ne pas hésiter à regarder les réseaux sociaux et les profils publics qui sont une mine d'informations sur la personnalité de l'individu. L'autre mine d'or à exploiter, c'est les recherches sur les personnes en lien avec le client. En effet, si ce dernier a cleané son profil et les informations disponibles sur Internet à son sujet, ce n'est peut-être pas le cas de ses associés. Faire des recherches sur le nom du client, son adresse, l'adresse du siège social de son entreprise et sur ses associés, voilà le réflexe qu'il faut avoir à chaque fois. Vous allez dire que je radote, mais c'est réellement primordial.
Ensuite et toujours, dans le KYC, l'autre étape cruciale pour le repérage de possibles financeurs du terrorisme, c'est le screening des bases de données par rapport aux sanctions financières internationales et plus particulièrement par rapport au gel des avoirs. Mais ce point méritera que nous nous y intéressons à fond dans un prochain podcast. Enfin, le monitoring des transactions. Les scénarios d'alerte pour les transactions inhabituelles sont d'une importance première. Là aussi, nous y reviendrons car c'est un sujet complexe, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à demander des explications, des justificatifs aux clients. Dès qu'une transaction ne semble pas avoir d'explication raisonnable, dites-vous toujours qu'il vaut mieux trop en demander que pas assez. Retrait en cash fréquent, usage fréquent de mandats cash, envoi de fonds dans des pays à risque, lien avec des associations ou des organisations dont l'objet semble flou, autant d'indicateurs qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. En France, Tracfin publie annuellement dans son rapport Tendance et Analyse des cas sur le financement du terrorisme mettant en exergue les indicateurs ayant conduit à la déclaration de soupçon. On trouve par exemple le remplacement d'un compte épargne par un compte de dépôt, le versement au bénéfice d'associations communautaires ou des achats dans des boutiques communautaires, des projets de voyage dans des pays servant de point de passage pour rejoindre des zones de conflit, des retraits en espèces importants, des virements émis vers un compte écrou récurrent, etc. D'ailleurs, à ce propos, la CPR a prononcé une sanction en juin 2018 de 8 millions d'euros à un établissement de crédit car leur outil automatique de détection des transactions atypiques était incomplet et insuffisamment efficace, et ce à plusieurs titres. Premièrement, aucun scénario n'était lié au crédit à la consommation, qui était pourtant un produit vendu par l'établissement et fortement lié au risque de financement du terrorisme. Mais qu'en plus, le scénario lié aux transactions en espèces par exemple, avait un seuil de déclenchement à partir de 50 000 € de retrait par mois, ce qui est totalement inadapté à ce genre de risque, et qui a ainsi permis à des clients de pouvoir retirer la moitié de leur prêt à la consommation en espèces. Mais ce que je voulais aborder avec vous également, c'est la volonté de la CRF française d'en demander encore plus aux assujettis. En effet, plus que le financement du terrorisme, il est aujourd'hui demandé aux opérationnels de première ligne de déceler les signaux faibles de radicalisation chez les clients. C'est d'ailleurs un critère de cet acabit qui a été retenu dans un des cas du dernier rapport de Tracfin, le critère du changement soudain d'apparence physique. En 2016 déjà, la CRF évoquait d'ailleurs comme signal d'alerte la conversion religieuse rapide et ou démonstrative. La CPR aussi, dans une décision du 22 mars 2018 établissant une sanction contre un établissement de crédit, évoque également à plusieurs reprises les signaux faibles relatifs au comportement ou aux tenues qui relèvent de la détection du personnel en agence ou encore du changement de tenue de l'intéressé qui conduit à supposer sa radicalisation. C'est d'ailleurs aussi exploité dans la décision de 2019 dont je viens de vous parler, où il est fait état d'une lettre de la directrice générale de la Fédération bancaire française mentionnant qu'il était admis que dans la détection des opérations dans le cadre du financement du terrorisme, il était nécessaire d'interpréter les signaux faibles, ne pouvant pas être paramétrés dans des outils automatisés de surveillance, comme par exemple l'achat d'un billet d'avion à destination de certains pays, la modification de l'apparence physique du client, les achats dans des magasins communautaires, l'utilisation des fonds provenant d'un crédit en inadéquation avec la raison invoquée lors de la souscription du crédit, ou encore les liens avec des individus radicalisés. Cette évolution laisse tout de même perplexe. Est-ce bien du rôle des assujettis d'établir ce type de déduction ? Si cette question vous intéresse, je vous invite à lire un article de Madame Nadine Touzeau à ce propos, disponible sur le site BLL Consulting dans l'onglet Publications puis Articles. C'est sur cette question qui va susciter en vous bien des réactions, je l'espère, que je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires ou remarques sur le site bllconsulting.com.
par mail à l'adresse sandra.birtel@bllconsulting.com ou retrouvez-moi directement sur LinkedIn pour en discuter. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique compliance et sécurité. À très bientôt, prenez soin de vous.